De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chongo, Gemal Taleb et Malik Achar. Tout de suite, le dossier du jour. À Kigali, la capitale rwandaise, les différentes réformes administratives ont été faites pour structurer l'habitat face à la pression démographique. Depuis 2016, la ville est en cours de modernisation dans une visée de maîtriser les problèmes d'urbanisation, mais aussi de favoriser un climat propice à l'investissement. Et particularité de Kigali, l'accent est mis sur la préservation de l'environnement. Un reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Kigali, la capitale du Rwanda, présente un visage de plus en plus moderne aujourd'hui. L'urbanisation est en plein essor depuis une décennie grâce à des réformes adéquates. Avec ses quartiers salubres, ses routes bitumées et ses nombreux espaces verts, la capitale du Rwanda est la vitrine du développement du pays. Comment les autorités ont-elles réussi à négocier ce virage? Quel profit Kigali tire-t-elle de cette transformation? Que faire pour maintenir ce modèle de développement? Avec ses 1 300 000 habitants, la capitale du Rwanda compte 3 districts et 35 secteurs. Grâce au dynamisme de la nouvelle équipe dirigeante de la municipalité, en fonction il y a environ une décennie, la ville centenaire fait peau neuve. Disposant d'un budget annuel de près de 130 millions de dollars, les autorités ont fait de la construction d'infrastructures une priorité majeure. Une politique qui donne déjà des fruits. C'est une ville qui est en train de se moderniser. C'est une ville qui a développé son schéma directeur, son master plan, il y a quelques années, et c'est très récent. Et c'est une ville qui rapidement devient de plus en plus une destination pour les investissements, tant à la fois des investissements domestiques et des investissements étrangers. Nous sommes ici au centre-ville de la capitale du Rwanda. C'est aussi le plus important quartier des affaires. On y trouve de nombreuses institutions financières et diverses petites et moyennes entreprises. Un endroit propice pour l'essor des activités commerciales à Kigali. As you can see, this is a strategic area to do business. Je me suis installé ici car c'est un lieu stratégique pour la prospérité de mes activités. Ce sont des téléphones portables que je vends et j'ai beaucoup de clients. Comme nos produits sont certifiés aussi par le gouvernement rwandais, tout ça fait que les clients me font confiance, donc tout se passe bien pour le moment. La population juvénile fait 60% des habitants de Kigali. Les femmes font plus de 50% des résidents de la capitale. Chaque année, de nombreux jeunes plus ou moins qualifiés viennent dans la capitale à la quête d'un mieux-être. Les plus chanceux se trouvent un emploi modeste. Mais le niveau de vie relativement élevé à Kigali reste un handicap pour leur épanouissement. Kigali peut être l'endroit accessible, mais pas l'endroit qui absorbe tout le monde. Avec l'urbanisation, il y a des victimes, surtout déjà à faible revenu, qui n'ont pas le moyen de construire de grands bâtiments. C'est une population qui a besoin d'un support. Les autorités rwandaises accentuent actuellement la construction d'infrastructures dans près de 5 nouvelles villes satellites pour un développement harmonieux du Rwanda. Les opportunités d'emploi seront offertes aux jeunes selon les spécificités de chaque ville satellite. Cette politique favorisera également le désengorgement de Kigali, la ville centenaire. Cette initiative cadre avec la vision 2020, une politique qui consiste à faire du Rwanda un pays émergent d'ici 5 ans. C'est encourageant à voir les efforts qu'est fourni le secteur privé, les efforts qu'est fourni les agences de l'État. Je crois avoir vu un nouveau projet de construction d'une route qui longe tout le long de lac Kivu, qui connecte 3 villes autour de lac Kivu. Ça veut dire qu'il y a d'autres villes aussi du Rwanda qui aussi ont pris la croissance aussi rapide
surtout liées au tourisme. Au Rwanda, l'écologie a une réelle importance. Et dans sa capitale Kigali, la protection de l'environnement est particulièrement promue. Tous les grands carrefours disposent d'espaces verts bien entretenus. Les autorités rwandaises ont même mis en place en 2005 une structure chargée de veiller sur la protection environnementale dans le pays. Le Rwanda a réussi à interdire en 2006 l'usage de sachets plastiques pour les remplacer par des papiers biodégradables. Cette mesure salutaire a fait du pays des 1000 collines le précurseur en Afrique dans la politique de l'éradication des sachets plastiques. Nous avons toujours les autres pays qui viennent et partager avec nous de leur expérience et de notre expérience en matière de protection de l'environnement. On a toujours des délégations des autres pays qui viennent étudier avec nous. Si on se compare à ce qu'on était il y a 10 ans ou 20 ans, il y a eu beaucoup donc on a fait beaucoup de progrès. Pour nous, on se sent fiers et on est prêt à continuer et à faire mieux que ce qu'on fait maintenant. Après le génocide de 1994, le pays des 1000 collines était confronté à plusieurs défis, dont l'urbanisation de sa capitale. Grâce à une volonté politique des autorités, aujourd'hui le taux d'urbanisation a atteint 75% à Kigali. La sécurité et la propriété sont des identités de la capitale. Le développement de la ville est en phase avec les normes écologiques. Toutes ces performances ont permis aux Nations Unies de reconnaître en 2008 Kigali comme meilleur modèle de développement sur le continent africain. Mais la cherté de la vie se ressent par certaines couches sociales. Et la préoccupation majeure des autorités sera la mise en place de mesures adéquates pour offrir des conditions décentes de vie à tous les résidents de la capitale dans les prochaines années. Malik, que pensez-vous de la politique d'urbanisation qui est menée à Kigali avec cette particularité de développement durable, de préservation de l'environnement ? Il est important de prendre en compte ces problématiques durables, notamment aujourd'hui, c'est courant dans tous les pays, notamment dans les pays du nord de l'Europe, mais en Afrique, il y a cette prise de conscience, et notamment au Rwanda. Maintenant, le Rwanda doit faire face à l'explosion démographique. Là, c'est un défi de taille. Le Kigali a doublé de population en 10 ans. Et ça, c'est très difficile à contenir. Quand vous avez une ville comme ça dont la population double en 10 ans, il faut faire face avec un plan d'aménagement du territoire qui soit cohérent. Et Kigali est en train de faire cela. Le reportage noté de l'amélioration des conditions de vie des gens qui habitent la capitale, cela est dû à des mesures qui ont été prises par les autorités rwandaises, comme la suppression du sac plastique qui a été remplacé par un sac en papier biodégradable. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut faire face à cette explosion démographique. Comment faire face ? Il faut, je pense, miser sur la densification, c'est-à-dire densifier le tissu urbain pour éviter cet étalement urbain, justement, qui va grignoter l'espace agricole, la campagne, les espaces verts. Là est le danger. Donc, il y a des mesures à mettre en place dans cette ville-là. Alfred, c'est difficile d'allier comme ça développement urbain, pression démographique et préservation de l'environnement ? Oui, c'est très compliqué pour les pays africains où effectivement, et en particulier pour le Rwanda, où la démographie elle est vraiment galopante, dans un petit espace. Petit espace. Et donc, il faut savoir comment gérer tout cela. Ne pas faire que Kigali, ville, j'allais dire, centre, soit uniquement le pôle d'attraction. Donc, j'allais dire, motif d'exode rural vers la ville parce qu'il y a toutes les commodités. Donc, permettre aussi aux provinces, aux régions d'avoir des centres, développer les régions, les provinces aussi. Ça, c'est impératif par rapport justement à la politique de maîtrise et de gestion durable du développement, en tout cas de l'urbanisme, qui participe à cela. Et donc, Kagame, effectivement, a pris le bon bout, même si on peut par ailleurs déplorer que que tout cela soit un peu fait de manière contrainte. Mais bon, la population adhère, c'est l'essentiel. Transformer le quotidien, effectivement, quand on regarde le Kigali d'aujourd'hui,
et le Kigali de 1994. Il y a une différence de qualité énorme, donc il faut poursuivre dans ce sens-là, mais à travers tout le Rwanda. Et même dans la périphérie de Kigali, il faut étendre ces mesures, parce que là, le reportage a montré, j'allais dire, la belle face, la face présentable, mais l'arrière court aussi, il faut la montrer et dire qu'il y a des efforts à faire encore davantage dans ce sens-là. J'ai mal quand on a une politique d'urbanisation comme ça qui est centrée sur la capitale. Est-ce qu'il y a un risque de développer cette ville, cette capitale, au détriment du reste du pays ? Oui, le risque évidemment existe. Je ne vais pas m'exprimer sur le cas particulier de Kigali parce que je ne connais pas la ville de Kigali. Et donc en dehors de ce qui a été dit dans le reportage, et au demeurant bien dit, il m'est difficile d'apporter des choses originales. En revanche, votre question est absolument pertinente. Le risque d'un déplacement donc, de tous les centres d'intérêt vers la capitale, donc Kigali, mais en l'occurrence ça peut être à n'importe quelle ville africaine ou mondiale, est un risque réel. Mais nous l'avons connu dans le développement des villes occidentales. Les grands urbanistes et les grands spécialistes de l'aménagement du territoire, je n'en suis pas un, nous ont expliqué pendant très longtemps qu'une ville se construit sur des pôles économiques, sur des centres d'intérêt économique. C'est-à-dire que nous faisons de la vie, de l'activité, du transport. Évidemment, avec tout cela, vous mettez de l'eau, de l'électricité, les aménagements nécessaires. C'est comme ça qu'on construit des villes ou des bassins urbains autour des villes. Le modèle que nous avons connu sur le continent africain est généralement différent. C'est-à-dire que généralement, ceux qui ont fait les villes, ceux qui habitent dans les villes ne sont pas ceux qui les ont faites, et ceux qui les ont faites, généralement, sont partis et ne sont pas faites pour les populations. La colonisation est passée par là, nous avons des situations donc différentes. Et donc, nos pays ont hérité des villes qui ne leur étaient pas destinées, qu'ils ne connaissent pas en dehors de quelques rares pays qui ont construit des villes à partir de rien. Moi, je suis mauritanien, Nouakchott est né à partir de 1960. Donc, c'est les Mauritaniens qui l'ont fait pour elles-mêmes. Ils ont du travail à faire, mais c'est déjà pas mal. Les autres grandes capitales, donc les autres grandes métropoles africaines sont faites généralement donc selon le goût, le modèle voulu par le colonisateur de l'époque. Puis après, les populations sont venues, mais malheureusement, donc avec les indépendances, ou en tout cas quelques années après, nous avons connu des situations nouvelles, c'est des crises économiques. Et donc, nous avons eu les crises généralement d'investissement, nous avons eu des pays qui sont en panne économiquement et qui ne sont pas capables d'investir comme cela aurait été voulu. Puis maintenant, depuis une décennie ou un peu plus, nous avons le retour des investissements dans ces villes-là. Et donc, bien entendu, sauf que l'anarchie était déjà installée, les bidonvilles généralement entourent les villes, et donc quelle est une politique d'aménagement d'une ville dans ces conditions-là? Et tout le travail et tout le défi qui a été fait, il paraît qu'à Kigali, que je ne connais pas encore une fois, un travail remarquable a été fait. Puis se pose donc une nouvelle question. Si on vous dira, mais faites du développement et du développement durable. C'est-à-dire qu'en gros, faites en sorte que quand vous consommez de l'eau, vous consommez le bien et pas beaucoup. Faites en sorte que l'électricité ne s'évapore, ne disparaisse pas inutilement. Faites en sorte qu'on fait du chauffage, ce qui n'est pas toujours le cas, ou de la climatisation, qu'elle soit mieux conservée pour qu'il n'y ait pas de perte. Ça, c'est une bonne chose. En revanche, il y a après les ayatollahs donc, du développement durable qui vous diront jusqu'à les gars, ne faites pas tout cela, et en définitive, la voiture, c'est pas très bien. Et donc, faites un moins, et ça, c'est très compliqué. Et comme nous avons tous l'appétit, forcément, de vivre selon le mode de vie occidental confortable, c'est en définitive de nous développer un peu comme les autres. Mais ce sont ceux-là, les mêmes qui vous disent, développez-vous, mais pas comme nous. Faites, mais pas comme nous. Et en définitive, c'est toujours très compliqué. Et c'est là le défi demain que nous avons dans les villes. C'est comment transformer ce qui a été pas bien en bien, comment transformer nos bidonvilles en quartiers structurellement acceptables, avec un cadre de vie qui respecte la nature, l'environnement, la verdure, dans des conditions nouvelles. Et je pense que c'est tout l'enjeu, ou en tout cas le défi que beaucoup de nos capitales connaîtront, et Kigali le connaît, mais il paraît que Kigali s'en sort pas mal, encore une fois. Alors Malik, face à cette urbanisation croissante, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut limiter l'exode rural, ou est-ce qu'il faut, par exemple, comme dans le cas du Rwanda, développer les villes satellites? Oui, c'est une solution. Alors, je rappelle ce que j'avais dit précédemment par rapport à la densification, c'est très important. La densification, c'est-à-dire densifier sur une surface limitée, pour justement limiter ce que j'avais dit précédemment, l'étalement urbain. Ça, c'est une des solutions. Savez-vous que, par exemple, on va prendre le cas de Paris, parce que nous émettons depuis Paris, un immeuble haussmannien est beaucoup plus dense qu'un immeuble de grands ensembles. Donc, c'est possible à Kigali de faire des immeubles qui soient à taille humaine et avec une densité importante, c'est possible. Maintenant, il y a justement tout ce qui a trait à l'organisation du territoire et le développement, comme vous l'avez précisé, des villes satellites. C'est très important. Maintenant, il faut, je pense, avoir une politique en ce sens, limiter le nombre d'habitants dans ces villes satellites, parce que développer des villes satellites pour rééditer le même schéma que les capitales
qui sont saturés par la population et qui connaissent un afflux, je veux dire, migratoire important, ce n'est pas la peine. Il faut justement avoir une conception rigoureuse de ces villes satellites. Ça peut être fait au Rwanda, ça peut être fait dans d'autres pays d'Afrique. Maintenant, ça demande une concertation entre tous les acteurs. Ça demande une concertation entre l'État, les entreprises immobilières. C'est un processus qui est difficile. C'est une coordination qui doit se mettre en place aussi en Afrique. Alfred, à votre avis, justement, ce concept de ville satellite mieux que le développement de la périphérie de la capitale ? Non, je pense qu'on peut faire le deux. Hein. C'est pas rédhibitoire, ce n'est pas incompatible, hein, Fanny. Non, je pense que le vrai enjeu pour le coup pour le Rwanda, c'est vraiment la maîtrise démographique. C'est un petit pays sur un petit territoire, mais qui a une démographie galopante. Et donc, il faut maîtriser la démographie, c'est-à-dire le taux de natalité. Si on sait qu'une famille rwandaise, j'allais dire modèle, compte au moins 8 personnes, ça fait beaucoup dans un petit espace. Ce qui signifie des risques justement d'une politique expansionniste dans la région. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est à la redéfinition ou à la définition des frontières entre le Rwanda et la RD Congo. Et la tentation justement rwandaise, c'est de beaucoup lorgner du côté de la RD Congo, de la frontière. Mais il faut maîtriser justement, si on veut éviter des conflits à l'avenir, il faut maîtriser la natalité. Rwandaise. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le forum de Bangui se tient depuis le 4 mai en Centrafrique. Ce dimanche, les groupes armés ex-Seleka et anti-Balaka ont signé un accord de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Le texte comprend également une clause interdisant l'utilisation des enfants comme soldats ou travailleurs forcés. Et au Burkina Faso, l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a tenu ce dimanche un congrès extraordinaire. Et dit Constant Komboigo, un proche de l'ex-président Blaise Compaoré, a été élu à la tête de la formation politique. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la troisième partie de l'Africa News Room.